Alors, me présenter en quelques mots. Donc, le professeur Léonard Féasson, puis c'est comme ça qu'il faut dire, le titre. Je suis enseignant, chercheur et médecin. Ma qualité d'enseignant, c'est la neurophysiologie à la faculté de médecine de Saint-Étienne. Ma qualité de médecin, c'est le domaine des maladies neuromusculaires et je suis d'ailleurs responsable du centre de référence du CHU de Saint-Étienne. Et pour la partie recherche, je suis beaucoup plus centré sur le tissu musculaire. Mais aussi bien de sujets sains, voire même l'athlète de haut niveau, que le patient déficient, dans les maladies neuromusculaires bien évidemment, mais aussi lorsque le muscle est victime collatérale d'autres maladies, à l'issue de tout un tas d'autres soucis. Alors les rencontres avec les patients, on a quand même assez régulièrement l'occasion de le faire puisque depuis maintenant quelques décennies, le milieu médical et en particulier dans le domaine des maladies rares s'est rapproché du milieu associatif et c'est tant mieux. Et d'ailleurs sans le milieu associatif, on n'aurait pas autant progressé, on le sait, on connaît tous l'exemple du Téléthon, mais c'est bien d'aller voir aussi vers les associations spécialisées et dans les associations donc pour accompagner les patients qui ont les maladies neurodégénératives ou du nerf périphérique, là encore il y a quelques spécificités. Et donc aujourd'hui, j'apporte un discours que j'ai l'habitude de porter de façon générique et là on a pu un peu plus le spécifier à l'attente de ces patients-là et ça c'est très bien parce que c'est aussi comme ça qu'on progresse par rapport aux questions que se posent réellement les gens concernés. Alors sur une intervention comme celle-ci, l'idée c'est d'abord d'avoir des messages très généraux. L'activité physique c'est super, mais l'inactivité, la sédentarité tue. Ça c'est quelque chose que la population générale ne sait pas bien. Et quand on est touché par une maladie chronique, et en particulier du système neuromusculaire, c'est une double peine parce que aller vers le mouvement, c'est un effort encore plus conséquent. Donc prendre conscience que c'est une nécessité, c'est même pas une question, c'est une nécessité de bouger, c'est vraiment très important. Donc ça c'est le premier message, en partant de ce qui concerne toute la population et en disant que voilà, dans ce domaine-là, on a en plus l'obligation de le faire. Ensuite, c'est comment le faire, parce que dire activité physique, d'abord on pense sport. Sport c'est défi, c'est pas accessible. Alors qu'en réalité, l'activité physique, elle doit être adaptée. Moi j'emploie toujours ce terme APA, activité physique adaptée, parce que c'est même pas adapté à une maladie. Bien sûr qu'il y a un champ pathologique qui va dicter déjà des limites, mais c'est adapté à la maladie du patient, c'est-à-dire à son phénotype, comment la maladie s'exprime chez lui et uniquement chez lui, parce qu'il va avoir des contraintes qui lui seront personnelles. Donc ça aussi, il me semble que c'est quelque chose sur lequel j'ai dû insister un peu, parce que finalement, les exercices sont à peu près tous les mêmes, sauf c'est la façon de les faire qui va devoir être justement mise à la portée de la personne, en fonction de son profil à lui. Et puis, lever finalement les tabous, l'image de soi. On sait que l'activité physique permet aussi de se surpasser là-dessus, de se le rendre accessible. Et effectivement, le lien de l'activité physique adaptée avec l'éducation thérapeutique du patient doit être systématiquement fait parce que c'est d'abord au patient de se prendre en charge, se prendre en considération parce que l'activité, ça marche si c'est régulier, si ça s'inscrit dans le mode de vie sur le long terme. Et ça, ça peut pas se faire en milieu hospitalier, ni même chez le kiné, parce que le kiné, quand on y va 3 fois par semaine, déjà, ça occupe beaucoup. L'activité physique, c'est tous les jours un petit peu. Avec certains jours, on se surpasse légèrement plus. On a vu qu'un rythme de 3 séances un peu plus soutenues par semaine, avec entre deux une journée où on est beaucoup plus modéré, on récupère, c'est quand même un rythme qui est porté de bons résultats. Et donc, voilà, tous ces résultats, tout ce qu'on peut escompter, j'ai essayé de les passer en revue de façon très générale, en enfonçant parfois des portes ouvertes. En termes de fragilité, on a souvent l'habitude de dire, finalement, le patient qui est peut-être celui qui est le plus fragile vis-à-vis de la contrainte mécanique liée à l'effort, c'est le patient qui a la myopathie et une myopathie de type dystrophique, si on veut rentrer dans les détails des étiologies possibles. C'est vrai, c'est une certitude, le muscle est plus fragile. À l'inverse, alors il y a d'autres maladies où c'est un défaut d'approvisionnement en énergie, les myopathies métaboliques par exemple. Et puis quand on est du côté des neuropathies périphériques en particulier, c'est assez compliqué quand même de pouvoir guider de façon générique et tout le domaine des maladies du nerf périphérique. Parce que, a priori, le muscle il est normal au départ. Il n'a pas d'anomalie génétique, en tout cas constitutionnelle. Mais il devient anormal, il devient dégradé, parce qu'il est une victime collatérale de la non-sollicitation par le nerf périphérique moteur. Et en plus de ça,
Ce qui est perverse dans ces pathologies, c'est qu'il y a aussi le ressenti. Il y a tous les symptômes associés à la neuropathie sensitive qui vient encore un peu plus brouiller le signal. Donc il faut essayer de slalomer entre ces obstacles et finalement c'est pour ça que d'un patient à l'autre ça ne va pas être tout à fait la même chose. Il y a des sports en charge, la course, la marche, qui parfois ne seront pas forcément accessibles, alors qu'en décharge, sur un vélo déjà, voire dans l'eau, deviendront accessibles à des intensités tout à fait importantes, qu'un myopathe ne pourrait pas faire par exemple. Comment doser l'activité physique? Ça, c'est une question qui est compliquée. Mais finalement, le meilleur contrôle, le meilleur témoin, c'est le patient lui-même. Il y a ce qu'il tolère bien. Parce que finalement, quand on regarde avec le recul maintenant des 20 dernières années, où il y a eu quand même pas mal d'études solides en termes de force de preuve, il n'y a pas tellement de limites. Si on est raisonnable, l'innocuité est au rendez-vous. Donc après, c'est qu'est-ce que le patient, d'abord, a envie de faire? Parce que si on n'a pas envie, on ne le fera pas dans la durée, donc ça ne sert à rien. Et ensuite, dans quel type d'exercice il a finalement ressenti un peu de plaisir, qui va le rendre addictif à la fin. Et c'est ça qu'il faut essayer de chercher, donc avec les fameux obstacles qu'on a évoqués tout à l'heure, essayer de contourner ces problèmes qui lui sont propres, et ensuite l'intensité, on y va à petits pas. On ne part pas compliqué, au contraire, on va partir sur des choses qui peuvent paraître ridicules, mais ça ne fait rien, on les fait. Ça se passe bien, on le refait, c'était pas un hasard, ça s'est bien passé, j'ai le droit d'augmenter. Et tout doucement on augmente. Souvent on a la coutume de dire qu'on va d'abord augmenter la durée de l'effort, parce que finalement dans la vie quotidienne, c'est pouvoir résister à la fatigue qui nous est le plus utile, et la fatigue, c'est l'endurance. Donc on augmente la durée progressivement, et quand on a une durée conséquente, déjà une demi-heure de vélo, surtout si c'est en intérieur, c'est un peu lassant, donc c'est déjà pas mal. Si on le fait plusieurs fois dans la semaine, c'est très bien. Donc quand on arrive à une demi-heure, derrière, on augmente la pente, on augmente la difficulté, la résistance du vélo, ou la marche, on va augmenter le périmètre, et puis après, on va augmenter le dénivelé. En se rappelant que finalement dans le dénivelé, c'est pas la montée qui est le plus compliqué à gérer, puisque on le sait tout de suite, la réponse est immédiate, ça fatigue. C'est la descente qui est perverse parce qu'elle coûte moins cher en énergie, mais en revanche, elle impose des contraintes plus importantes et elle générera davantage de courbatures. Donc voilà, c'est ces éléments de prudence que l'on va expliquer et si le patient a bien compris tout ça, à tâtons, il arrivera à se faire un programme progressif et régulier. Dans les centres de référence, dans les centres de compétences, où il y a des consultations pluridisciplinaires en particulier, normalement, on a les acteurs qui doivent pouvoir répondre à ces questions. Un médecin rééducateur, un kinésithérapeute ont quand même quelques clés, même si ce n'est pas forcément leur métier au quotidien. Et puis, on a de plus en plus quand même recours à des enseignants d'activité physique adaptée, ceux qui sont issus des départements de STAPS de l'université, qui ont été formés à la physiologie de l'exercice, donc tout ce qui est énergétique, tout ce qui est mécanique de course, ils connaissent parfaitement, et en plus, on leur a inculqué les notions de limites en fonction de difficultés cardiaques, respiratoires, neurologiques, musculaires, etc. Et donc, ce sont les vrais acteurs de terrain. Et moi, je rêve d'un pays qui finirait par rembourser une séance d'activité physique adaptée, coachée par un enseignant APA, avec 5 ou 10 patients devant lui, chez qui il va régler patient par patient pendant cette séance collective où il y a de l'entraînement mutualisé, et qui travaille avec le kiné. Parce que le kiné, il ne faut pas se substituer à lui, on l'attend pour le rôle du kiné avec la main sur le patient. Et le binôme kiné-APA, c'est quelque chose qui est vraiment, c'est l'avenir pour nous, je pense. Et ça nous permettra de faire des économies de grande échelle. Voilà. 2 symptômes dits subjectifs, parce que c'est un ressenti, qui est donc très patient-dépendant, mais qui a des mécanismes physiopathologiques tout à fait clairs. La fatigue, selon le mécanisme de la maladie, cette fatigue, elle peut être liée à une démyélinisation. Là, c'est un peu compliqué, mais c'est souvent ce manque d'endurance. Donc là, effectivement, l'entraînement progressif, comme on appelle aérobie, teinté quand même de petits exercices de renforcement, parce que finalement, l'intervalle training, les sportifs, ils ne s'y trompent pas, ils le savent, c'est ce qui fait progresser, y compris en endurance. Ça peut être une bonne clé pour repousser la fatigue, donc ça c'est clair. Après, il faut le faire de plus en plus progressif pour certaines pathologies, alors pour d'autres, on peut franchir les marches plus facilement. Le deuxième symptôme qui est subjectif au possible, c'est la douleur. Alors déjà, essayer de comprendre son mécanisme, d'où elle vient, pourquoi elle est produite. Est-ce que c'est mécanique, les appuis par exemple? Est-ce que c'est des dysesthésies, des allodinies ressenties par des perceptions inappropriées? C'est quand même un autre mécanisme. Néanmoins, on sait que si on arrive à faire des exercices très modérés, réguliers,
eh bien on va sécréter, on va stimuler les voies des endorphines et de la dopamine, et au niveau central, là-haut, avoir une action qui va inhiber, en tout cas qui va freiner ces ressentis qui se passent plus bas dans le système nerveux. Donc c'est aussi par ce biais-là qu'on peut la prendre en tenaille finalement, cette satanée douleur. Le message, c'est que c'est adapté à tout le monde. Il ne faut pas se censurer soi-même et il faut essayer de trouver la solution qui nous convient. Et avec un minimum d'accompagnement, vraiment, on peut avoir des bénéfices et un ressenti assez rapide sur toutes les dimensions qu'on a pu évoquer aujourd'hui.